Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Samari et compagnie. Aujourd'hui, une nouvelle FAQ chrono. Le thème du jour, c'est trois questions, une économique, une politique et une financière que vous nous avez posées sur Twitter. Pour répondre à cette dernière, Florent Lima-Chabert, que vous connaissez bien, économiste, professeur en lycée, directeur de thèse de master et fondateur de Samarenti. Bonjour Florent. Bonjour Julien et bonjour à nos auditeurs pour cette troisième foire aux questions en effet. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet avec la question économique de Mathilde. L'inflation va-t-elle durer? L'inflation va-t-elle durer? Alors ça, effectivement, c'est un sujet d'actualité brûlante. On a d'ailleurs fait une émission avec Maître Divisio il y a 10 jours maintenant sur le thème justement, pas vraiment de l'inflation, mais de l'hyperinflation dans la période allemande. Et on s'est demandé si la zone euro en particulier, l'Occident en général, pouvait basculer dans une période d'hyperinflation. Alors, d'abord, revenons un petit peu sur les chiffres. Les chiffres, ils sont assez effrayants d'une certaine façon. Bon, l'INSEE nous dit toujours, mais ça on a l'habitude, que l'inflation en France sur une année glissante est à 2%, je crois, 2-3%. Enfin, bon, plus personne n'y croit. D'ailleurs, des chiffres européens sur l'inflation française nous disent plutôt, j'ai regardé, entre 4,5 et 5%. Donc, on est déjà à deux fois et demi l'objectif que se fixe la Banque centrale européenne. Donc, on peut d'ores et déjà dire que le taux d'inflation dérape. Mais ça, on le sait. Et évidemment, malheureusement, les Français s'en aperçoivent à la pompe, dans les magasins. L'inflation commence à se généraliser et on assiste vraiment à un phénomène de contagion inflationniste. Après, si on prend les chiffres cette fois de l'inflation au niveau de la zone euro, c'est encore plus inquiétant puisqu'on est de mémoire à 7,5% et autour de 10% déjà aux États-Unis. Donc, on est très loin de l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est 50% d'inflation par mois ou 100%, donc un doublement de l'indice des prix sur 3 ans. Donc, on est très loin de ça. Mais on est quand même sur une inflation. Je vais essayer de partager un petit graphique. On est sur une inflation. Voilà. Est-ce que, cher Julien, tu vois le graphique? Eh bien, on est sur une inflation, on le voit ici, donc 2022, donc comme je vous le disais, de l'ordre de 4,5%. On voit qu'il faut remonter à 1986 sur ce graphique pour retrouver une inflation aussi forte. Donc, 1986, ça commence à dater. Donc, on voit qu'on est sur un phénomène quand même assez historique. On voit qu'on a eu un pic d'inflation au moment de la crise des subprimes, dont normalement nous allons parler dans le prochain divisionnaire ce vendredi à 21h. Je dis normalement parce que peut-être ce sera plutôt une soirée politique sur le premier tour, on va voir. Donc, on est à 3,5%. Ça, c'était le pic 3,5, presque 4 de 2008. Donc, on voit qu'on est bien au-dessus de l'inflation consécutive à la crise des subprimes. Mais il faut regarder l'autre courbe. Courbe en bleu, c'est l'inflation, glissement annuel des prix à la consommation. En rouge, c'est le taux de l'OAT à 10 ans. Qu'est-ce que c'est l'OAT? Ce sont les obligations françaises, ce sont les titres de dette à 10 ans, donc long terme français. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses. On voit que le taux de l'OAT ici en rouge, vers la fin de la courbe, ça commence à remonter. Donc, on a une remontée des taux qui est salutaire, mais qui, compte tenu du stock de dette que les pays, en particulier la France, ont accumulé, eh bien, va faire exploser à la hausse la charge de la dette, hein, donc les taux d'intérêt. Un point de PIB, c'est à peu près 30-35 milliards, pardon, pas un point de PIB, un point de redressement du taux d'intérêt, c'est à peu près 30-35 milliards d'intérêts annuels en plus. Donc, on voit bien que si on doit le remonter d'un point, 2 points, 3 points, il faut 3 points, tout de suite trouver 100 milliards d'euros par an, ce qui, dans le contexte actuel, et le prélèvement obligatoire et en plus d'inflation, est extrêmement compliqué. Mais surtout, regardez, en 1986, quand on avait 4,5-5% d'inflation, on avait des taux, c'est la courbe rouge encore une fois, on avait des taux, du coup il faut lire à droite, on avait des taux à 10%. Aujourd'hui, nous avons des taux à 1%. L'OAT 10 ans est à 1%. Donc on voit bien que là, bien sûr, on ne remontera jamais à 10%, sinon la France fait faillite, hein, appelons un chat un chat. Mais on voit bien qu'on est dans un contexte où, avec le niveau d'inflation de 1986, eh bien, on est très très loin d'avoir des taux d'intérêt aussi élevés.
Alors la question, c'était un peu pour planter le décor. Est-ce que ça va durer? Oui, c'est appelé à durer, puisque là, on est sur les prix à la consommation. Quand on regarde l'indice des prix à la production, qui est un indicateur avancé de l'inflation, on voit qu'il continue d'augmenter. Et à mon avis, on a 4,5% d'inflation. On peut, dans les mois qui viennent, monter à 5, 5,5, 6. Voilà, on va, je pense, rejoindre cette moyenne européenne qui est à 6,7. Pas de raison qu'aux États-Unis, on soit à autour de 10% et que, même si on reste un petit peu en dessous, on ne rejoigne pas, hélas, ce niveau d'inflation. Premier élément. Deuxième élément, ça va dépendre de la politique salariale. Pour que vraiment cette inflation dure, il faut que l'on entre dans ce qu'on appelle une boucle prix-salaire, c'est-à-dire qu'il y ait des augmentations de salaire qui suivent. On ne voit pas encore véritablement ce mouvement. Il y a une petite note de Natixis qui est sortie et qui indique que les taux de salaire nominaux sur 2022, les négociations sont évidemment déjà bouclées dans les entreprises, d'augmenter de l'ordre de 2 ou 3%. Donc, quand vous avez 5 ou 6% d'inflation, mais 2 ou 3% seulement d'augmentation des salaires, vous comprenez bien que les salariés perdent entre 2, 3, 4 points. Je crois que la note Natixis dit 2,5 points en France de pouvoir d'achat. Donc, voilà un petit peu, voilà, on est dans une FAQ chrono, 15 minutes chrono, donc je ne vais pas plus m'étendre sur ce sujet. Je répondrai volontiers par message privé sur Twitter ou pas privé d'ailleurs, ou par mail, il n'y a pas de problème. Mais voilà ce qu'on peut dire. La nécessité, nous, c'est notre discours récurrent chez Samari et compagnie, c'est que dans un contexte inflationniste, il y a des réflexes à avoir pour protéger son patrimoine. Nous donnons quelques conseils sur notre site internet samari-compagnie.fr. On en donne aussi, bien évidemment, de beaucoup plus précis dans Finocétique, notre mensuel. Voilà ce qu'on peut dire sur la question de l'inflation. Julien, sans trop rentrer dans les détails, en donnant quand même quelques éléments de contexte. Merci pour cette réponse. On va enchaîner avec la question financière d'Alice qui te demande quel est le fait qui t'a le plus marqué sur les marchés la semaine dernière? Alors, en matière économique, il se passe beaucoup de choses, ça va très très vite, c'est presque difficile de suivre. J'en ai remarqué plusieurs qui vont un petit peu dans le même sens. En fait, ça concerne paradoxalement le conflit russo-ukrainien. Vous savez que l'Union européenne, la France en tête, essaie de sanctionner durement au plan économique la Russie et que malgré les rodomontades d'Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas et ça a plutôt tendance à renforcer l'axe sino-russe d'un point de vue économique et géopolitique. Eh bien, à ma grande stupéfaction, je savais que c'était en préparation, mais ça a été officialisé. Vladimir Poutine a dit que sa monnaie, le rouble, était désormais arrimée à l'or. Donc, on entre dans un quasi-système de rouble étalon or. Je crois que la conversion qui a été adoptée, c'est 5 000 roubles de mémoire pour une once d'or. Voilà, un once d'or, c'est autour de 2 000 euros actuellement. Donc là, on change de système. C'est un quasi-retour pour certains pays. Du coup, là, ici, la Russie, et à mon avis, la Chine n'est pas loin dans ce mouvement-là, compte tenu des colossales réserves d'or que ces deux pays ont constituées depuis des années et des années, dans une opacité assez grande, parce que d'un côté, on a les fonderies suisses qui confirment qu'elles ont évidemment beaucoup de clients suisses et russes, et de l'autre côté, évidemment, notamment la Chine, ne révèle pas ou sous-estime officiellement ces réserves d'or. Donc là, le rouble devient arrimé à l'or, donc un retour finalement d'un système de gold standard, donc d'étalon or, alors évidemment pas international, mais qui est un vrai tournant. De l'autre côté, on apprend du côté de la Banque centrale du Brésil qu'elle va considérablement renforcer ses réserves de change en yuan. Donc ça va dans le même sens. Et qu'est-ce qu'on observe? Rouble et yuan sont les monnaies de deux pays qui n'ont pas monétisé le Covid, qui ont pris le Covid au sérieux, mais qui n'ont pas fait tourner la planche à billets et qui n'ont pas eu une politique monétaire aussi laxiste, parce qu'elles savent que ça détruit, à cause de l'inflation, que ça détruit le pouvoir d'achat. Et on voit que notre pouvoir d'achat est détruit aux États-Unis, est détruit en Occident, est détruit en France et dans les pays de l'UE. Et j'ai regardé les taux d'inflation en Russie, on est à 1,5 ou 2%. C'est-à-dire que c'est normal, c'est très modéré, c'est normalisé et c'est tout à fait sous contrôle de la Banque centrale russe. Donc on voit bien qu'à vouloir voler les Russes de leurs réserves de change en euros et en dollars,
eh bien, on se tire une balle dans le pied, dans la tête, dans le genou, donc tout ce que vous voulez, puisque non seulement ils ont basculé sur un système de paiement sino-russe, hein, notamment le CIPS, donc à la place de SWIFT, mais en plus, ils arriment leur monnaie à l'or, ce qui est un gage de solidité et de tangibilité de la monnaie que nous avons complètement perdu en Occident, notamment depuis août 71, avec la fin de la convertibilité or du dollar, et dans un long mouvement depuis Bretton Woods. Donc on voit bien que c'est un tournant et que le système monétaire international est à la croisée des chemins. Donc voilà deux faits. Et puis un petit troisième, en lien aussi avec la guerre en Ukraine, c'est que le PDG de BlackRock, Larry Fink, donc BlackRock, hein, on a fait un article là-dessus que vous pouvez retrouver sur notre site internet, eh bien, qui est donc le plus gros gérant d'actifs, hein, 10 000 milliards d'actifs sous gestion, en fait 30 000 milliards si on compte la gestion automatisée par algorithme avec Aladdin, eh bien, il a dit que la guerre en Ukraine, vous allez me dire quel est le rapport, mais que la guerre en Ukraine allait accélérer l'avènement des CBDC, donc des monnaies digitales, hein, des Central Bank Digital Currency. Donc, on voit bien, et le Covid aussi, hein, la petite musique de la fin du cash, etc., de l'identité numérique, Thalès, tous ces sujets dont nous avons abondamment parlé, tant à l'écrit que dans nos vidéos, eh bien, on voit bien qu'il y a ce mouvement-là. Et d'ailleurs, on sent monter à l'approche de ce premier tour des élections présidentielles, transition peut-être vers la question d'après, parce qu'il y a un sujet politique, eh bien, on sent monter tous ces scandales à l'encontre de Macron. Et pourquoi je dis ça? Parce que le BlackRock Gate en fait partie. C'est-à-dire ce Larry Fink, PDG de BlackRock, a-t-il participé au Conseil de défense sanitaire? Que vient-il nous raconter sur l'avènement des monnaies numériques concernant la guerre en Ukraine, en tout cas le conflit russo-ukrainien? Voilà, on voit bien que les choses ne sont pas claires du tout, mais tout ça est lié à l'évidence. Le rouble arrimé à l'or, les réserves de change en yuan de la Banque centrale brésilienne et cet avènement accéléré, mais qui, je l'espère, ne verra pas le jour, des monnaies numériques, eh bien, nous donne un petit panorama économico-géopolitique de la situation, en tout cas de la semaine dernière. Donc, on voit qu'en une seule semaine, on a vraiment des détonations assez importantes. Merci pour votre réponse. On va conclure sur la dernière question qui est donc politique, comme tu l'as dit. Elle nous vient de Michael qui te demande à quoi s'attendre dimanche à l'issue du premier tour de la présidentielle. Ah, alors je ne suis ni Madame Soleil ni Madame Irma. Nous verrons. Je pense à la vérité que les jeux sont beaucoup plus ouverts qu'on ne veut bien nous le faire croire. Ce sont des proches de Macron qui détiennent les instituts de sondage, donc qu'ils soient, je ne vais pas regarder, hein, mais entre 25 et 30% ne doit pas nous effrayer. Bon, on connaît ma position résolument anti-Macron, essentiellement hein, sur la question, enfin, notamment sur la question de la gestion de la crise sanitaire et du recours infâme à des outils de type passe sanitaire, passe vaccinal. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, je fais un petit tweet là-dessus, mais on sait que le Larry Fink, dont je viens de parler dans la question précédente, était à Paris, a posé son jet, et était peut-être, je pose la question, hein, était peut-être à l'Élysée le 7 juillet, où il y avait un gros conseil de défense sanitaire, prélude à l'annonce par Macron le 12 juillet de la généralisation du pass sanitaire. Bon, parce qu'en plus, il est revenu le 12 novembre, au moment où les troupes russes s'amassaient à la frontière en Ukraine. Donc là, il y a des zones d'ombre à éclairer. Pour revenir à dimanche, pour moi, il y a 4 candidats second tourables. Macron, même si dans des sondages suisses, il est plutôt à 8 ou 10%, maximum 12 et pas 27 ou je ne sais pas combien. Marine Le Pen, Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Hein, donc, à mon avis, ça va se jouer. Je pense que voilà les 4 candidats qui vont arriver en tête. Dans quel ordre, je l'ignore. En lisant de ci, de là, on sent monter dans la Macronie une réelle inquiétude quant à la possible percée et au croisement des courbes entre Macron et Marine Le Pen.
Le vote caché, un petit peu comme en 2002, on n'osait pas dire qu'on votait Le Pen. Eh bien là, il y a, je pense, un gros vote caché Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, on n'ose pas dire qu'on va voter pour Éric Zemmour, mais dans l'isoloir, on va le faire. Donc, à mon avis, il ne sera pas à 10%. Puis on voit bien l'intérêt de ces instituts de sondage de réinstaller un débat, un duel Macron-Le Pen, dont, pense-t-il, Macron sortira nécessairement vainqueur. Je crois que les choses ne sont pas… On n'est pas en 2017. Il s'est passé 5 ans de fracassement politique, de gilets jaunes, de scandales dans tous les sens. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact dans l'opinion publique qui ne dit rien, mais qui va aller voter dimanche. Des scandales, alors des vieux scandales, Benalla, gilets jaunes, etc., mais aussi des scandales qui sortent. Du scandale McKinsey, dont le parquet national financier estime que oui, il y a peut-être matière à. Le scandale de Rothschild, le Rothschild Gate, hein, c'est-à-dire que M. Macron aurait planqué dans des paradis fiscaux britanniques, île de Jersey, île de Man, etc., une partie des sommes, 80% dit-on, des sommes gagnées chez Rothschild lorsqu'il a notamment négocié le deal entre Nestlé et Pfizer, tiens, Pfizer. Le scandale du BlackRock Gate. Et puis, petite remarque, je ne sais pas toi, Julien, mais je n'ai toujours pas reçu les professions de foi des candidats dans ma boîte aux lettres. Et on sait que 300 000 € ont été donnés par le gouvernement à un cabinet conseil pour justement gérer cette mission et savoir quel allait être le meilleur prestataire. Et que ce cabinet a fini par dire ah ben, le meilleur prestataire pour 300 000 €, c'est la Poste. Eh bien, d'abord, on a gaspillé à nouveau 300 000 €. Et ben, que fait la Poste? Nous sommes à 4 jours du premier tour. Pourquoi n'avons-nous pas reçu? Je crois que dans les sondages, entre 75 et 85% des Français n'ont pas reçu leur profession de foi. Et puis, il y a une dernière inconnue qui est le taux d'abstention dimanche et puis le taux d'abstention du second tour. Voilà, ça c'est une réelle incertitude. Il est clair que si les classes populaires, ce qu'on appelle souvent les abstentionnistes hors jeu, eh bien, se mobilisent, cela va se faire au détriment évidemment de la caste et du sortant, et aller vers qui Zemmour, qui peut-être plus Marine Le Pen, et peut-être un peu Mélenchon. Voilà, donc voilà quelques pistes de réflexion. Je pense que Macron sera plus bas qu'on ne le dit, que Le Pen sera peut-être dans les étiages proposés par les instituts de sondage, que Zemmour sera au-dessus. Mélenchon, ça reste une incertitude. Il semblerait qu'il y ait une belle dynamique de campagne. Je rappelle que Mélenchon a une position étrange parce qu'il est opposé au pass, mais favorable à la vaccination obligatoire. Enfin, c'est assez… voilà. En tout cas, j'ai dit pour ma part qu'au deuxième tour, je l'ai tweeté, hein, pour ma part, ce sera tout sauf Macron. Vous connaissez mes positions, libérales, anti-mélenchoniste à l'évidence, d'autant qu'il a un programme, je l'ai regardé de près, qui n'est pas du tout financé. Hein, un programme de Mélenchon sur 5 ans, c'est 200 milliards de dépenses en plus sur 5 ans et 160 milliards, je crois, seulement de recettes. Donc, ça veut dire qu'il nous fait 40 ou 50 milliards de déficit, en tout cas de programmes, de mesures non financées. Mais néanmoins, dans un deuxième tour Macron-Mélenchon, à contre-cœur, mais il me faudra voter Mélenchon parce que vraiment, je crois que ce tout sauf Macron est un cri de ralliement lorsque l'on aime la liberté et que l'on voit combien depuis 5 ans, ce président de la République, ce pire président de la République depuis 5 ans, eh bien, a malmené les Français, les enfants et, le plus fondamental à mes yeux, la liberté, les libertés fondamentales, les libertés publiques, les libertés individuelles. Voilà. Et donc, voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Et retrouvez-nous vendredi, 21 h, dans le divisionnaire. Dans Vendredi, on approfondit. Alors, on verra, on approfondira soit la crise des subprimes, soit les programmes économiques des 4 candidats second tourables dont je viens de vous parler. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à commenter si vous souhaitez interagir sur des sujets. Et on se dit à une prochaine FAQ. Merci, à très bientôt.